Français. Tu as tout vu. Alors, je vais vous poser à chacun une première question pour vous lancer. Je vais commencer par toi, Emmanuel Blanchard. Tu es historien, spécialiste notamment de la gestion policière de l'immigration algérienne en France. Alors, une des raisons pour lesquelles nous t'avons invité, c'est que tu as été, lors de la disparition de Jean-Luc Einaudi, à ma connaissance, le seul historien universitaire français à avoir pris la peine de prendre ta plume pour lui rendre hommage, pour écrire un texte sur son apport. Et tu l'as qualifié de défricheur, de pionnier, etc. Est-ce que tu peux revenir sur cette appréciation et nous dire donc en quoi Jean-Luc Einaudi, quelle est sa place dans l'histoire de l'historiographie de la guerre coloniale d'Algérie, notamment. Merci Fabrice. Alors tu as dit que j'étais le seul, je ne le savais pas et j'aurais aimé ne pas l'être, déjà. Et je remercie Pierre Thévagnan qui m'avait invité à livrer ce témoignage, ce qui n'était pas forcément si simple parce que j'étais pas un proche de Jean-Luc Einaudi, je l'ai côtoyé, croisé dans des conférences, dans des colloques. Mais moi, à l'époque, j'étais un jeune historien, parce qu'on reste longtemps jeune quand on est historien. Et lui, c'était une figure tutélaire. Et à la fois, il avait cette humanité. Voilà, la lettre qui a été lue tout à l'heure, c'est des mots qu'on entend rarement, quand même. Donc à la fois, il avait cette humanité presque intimidante. Et puis, il avait ce côté où on discutait pas vraiment non plus avec Jean-Luc Einaudi, comme l'a rappelé Jean-Jacques Ivorel tout à l'heure, quand on n'avait pas les armes non plus pour discuter tout à fait avec lui. Donc je le connaissais peu, mais je voulais rappeler ce qu'il a dit lui-même, hein. Il n'y a pas besoin qu'on le dise pour lui, mais ce qui était un peu oublié, c'est-à-dire que c'était un enquêteur en quête de vérité. Et quand on est enquêteur en quête de vérité, on aboutit toujours à des vérités partielles, situées, mais on peut le faire avec plus ou moins de ténacité et avec plus ou moins de talent. Et il avait beaucoup de ténacité et beaucoup de talent. Dans le sens où, si faire de l'histoire, c'est faire émerger des archives, et non pas aller dans les archives, Jean-Luc Einaudi a été un grand historien. De ce point de vue-là, il a rappelé toutes les archives qu'il avait consultées. J'en rappellerai d'autres. Il y aura un témoignage tout à l'heure de Sohir de l'association Access qui en dira sans doute plus. Je vous invite à relire l'ouverture de ce qui est resté son grand livre. Il en a écrit 17, mais celui qui a le plus marqué, c'est sûrement celui de 1991, La bataille de Paris, qui, je tiens à le rappeler, n'est pas non plus le premier livre sur le 17 octobre 61. Mais d'autres témoins en quête de vérité s'étaient tus. Je pense à Michel Lévin, par exemple. Et d'autres, comme Jean-Luc, ont eu la ténacité de continuer malgré le silence, ou pas tout à fait le silence, le peu d'écoute, en tout cas, et le peu d'écho. Et La bataille de Paris a eu un grand écho. C'est pas un livre qui a eu peu d'écho. C'est un livre qui est publié au Seuil, c'est un livre qui a un grand écho, c'est un livre qui est vendu, qui est lu, et qui m'est arrivé dans mes mains par des mains d'historiens que j'ai eu comme prof. Voilà, donc c'est pas un livre en marge, c'est pas un livre maudit. Et quand on ouvre ce livre, c'est Jean-Luc Einaudi qui commence, il est au cimetière de Thiais, dans les archives, on s'appelle la conservation du cimetière de Thiais, et il ouvre donc ce livre par des traces qui sont des traces archivistiques consultables du massacre du 17 octobre 61, et il ouvre ce livre avec un très grand talent d'écriture. C'est un livre qui est écrit, c'est un livre qui est très écrit, qui est très pensé, pour faire deux choses, et je m'arrêterai là-dessus pour pas accaparer la parole. La première, c'est montrer qu'il y a des preuves. Voilà. Il y a des preuves qu'un massacre s'est passé. Voilà. Et donc, il va apporter des preuves. Et l'autre chose qu'il veut faire, c'est rendre hommage. Voilà. C'est quelqu'un qui a toujours voulu rendre hommage à des victimes individuellement, et non pas comme le font parfois des historiens, comme je peux le faire, qui essaient de dresser un portrait de groupe, alors que Jean-Luc Einaudi a toujours dressé des portraits d'individus
les uns avec les autres et non pas des portraits de groupe. Merci pour cette première intervention. Alors, puisque tu parlais donc de l'importance de la bataille de Paris, nous avons ici Nadine Fresco, historienne du négationnisme. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé ? Du négationnisme de la Shoah, qui, en 1988, a publié le premier article, petit texte, de Jean-Luc Einaudi sur le 17 octobre 1961, un article qui est en réalité à l'origine du processus d'écriture de la bataille de Paris. Nadine Fresco, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment ? Oui, c'est un tout petit récit. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de le raconter parce que c'est vraiment un tout petit témoignage, mais comme aussi bien Elsa et Fabrice ont insisté pour que je raconte cette petite histoire, et Christine Einaudi aussi, il y a quelques années, avait insisté là-dessus, donc je vous le raconte, c'est très bref. Un jour, je reçois un coup de fil, en 1987, de quelqu'un que je ne connais pas, qui est Jean-Luc Einaudi, bien que j'ai lu son livre sur l'affaire Yveton l'année précédente, mais en fait, c'est pas moi qui cherche à joindre, c'est ma sœur, parce qu'elle faisait ma sœur aînée, qui faisait partie des gens qui avaient apporté leur aide dans le militantisme du FLN pendant la guerre d'Algérie. Et afin de pouvoir demander à ma sœur si elle m'autorise à lui donner son numéro de téléphone, je lui demande un peu la raison de cet appel, etc. Et donc il me parle de ce projet, de ce travail, et il en parle avec une telle conviction, avec une telle rigueur, avec une telle clarté. Il se trouve, c'est là la jolie coïncidence, au même moment, au comité de rédaction dont je faisais partie, de la revue Le Genre Humain, publiée par Le Seuil, nous préparions un numéro intitulé « Politique » au pluriel de l'oubli, dans lequel j'avais proposé de faire un article sur le 17 octobre. Et quand j'entends ce type, parler au téléphone, que je ne connais pas, et ce qu'il dit est d'une telle rigueur, d'une telle importance, d'une telle conviction, enfin, toutes les qualités que vous voulez, je lui demande s'il accepterait de faire un article pour Le Genre Humain sur le 17 octobre. Et il a accepté. Et il me paraissait autrement plus légitime et compétent que moi sur le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, quelques mois plus tard, dans ce numéro du Genre Humain qu'on avait appelé Politique de l'oubli, paraît cet article de Jean-Luc Einaudi intitulé « Un jour d'octobre à Paris ». Et j'ai retrouvé dans cet article les qualités que je viens d'évoquer. Alors, peu après la parution de cet article, je parle à Olivier Bétourné, qui était éditeur au Seuil, en lui disant « Il faut absolument que vous rencontriez ce type. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai d'ailleurs jamais rencontré, mais il porte en lui un rapport à cette période, à cette histoire de la guerre d'Algérie qui est tellement intense et tellement rigoureux en même temps que je pense qu'il y a vraiment un livre à lui demander là-dessus. » Jean-Luc Einaudi et Olivier Bétourné se rencontrent, et c'est comme ça que quelques temps plus tard a paru La bataille de Paris. Jean-Luc Einaudi, très gentiment, m'en a envoyé un exemplaire avec une dédicace disant à Nadine Fresco, sans qui ce livre n'aurait peut-être jamais paru. Et malgré la discrétion de ce peut-être, je pense que ça n'avait aucun sens, c'est-à-dire c'était très gentil de sa part, et je suis très très honorée d'avoir de manière extrêmement microscopique contribué à la parution de ce livre. Mais même sans cet intermédiaire, sans cette coïncidence, sans le fait que c'était pas moi mais ma sœur à qui il voulait parler, sans le fait qu'on préparait au Genre Humain un numéro pour lequel j'avais prévu de faire un papier sur le 17 octobre, donc malgré toutes ces petites coïncidences, assez jolies après coup quand on les regarde, je suis certaine qu'il aurait fait ce livre. Alors peut-être que ce n'aurait pas été avec un éditeur ayant autant pignon sur rue que Le Seuil, et c'était très bien que ce soit le cas, et qu'en tout cas il aurait écrit ce livre, étant donné évidemment la force qui le menait là-dedans. Voilà, c'est ça ma petite histoire. Merci. Si je peux me permettre une petite précision, moi je me suis entretenu avec Olivier Bétourné qui m'a dit qu'il avait dû presque batailler avec Jean-Luc Einaudi pour le convaincre de faire ce livre. Parce qu'à ce moment-là, il avait du travail, c'était un énorme morceau, et je crois me souvenir, alors peut-être, je ne suis pas absolument certain, qu'il a pris une année, que Le Seuil l'a aidé à prendre une année, enfin en tout cas du temps,
pour pouvoir écrire ce livre. Et effectivement, le fait qu'il ait été publié au Seuil lui a garanti une audience importante. Et comme tu l'as dit, Emmanuel, le livre a eu un très gros succès. Je me souviens par exemple que le journal Libération a fait 8 pages sur la bataille de Paris quand le livre est sorti, qu'il a été dans les listes de best-sellers de l'époque, etc. Voilà. Alors, puisque Emmanuel, après que Jean-Luc Lénily l'ait fait dans les enregistrements qu'on a entendus, a évoqué la question des archives, nous avons ici un autre grand témoin de cette histoire, qui est Philippe Grand, ancien archiviste à la ville de Paris, qui a joué un rôle lui-même, avec Brigitte Lenné, sa collègue malheureusement disparue, un rôle absolument déterminant, alors à la fois dans la bataille pour l'ouverture des archives et en même temps donc dans la victoire au procès de Paris, au procès en diffamation intentée par Papon à Einaudi, dans la victoire d'Einaudi, dans sa relaxe, par le témoignage qu'il a apporté. Alors Philippe, est-ce que tu peux revenir sur tout ça pour nous ? Je vais le tenter. En tant qu'archiviste, nous représentions, on le dire comme ça, nous représentions l'État, en gros. Nous détenions des secrets d'État qui étaient considérés comme des secrets d'État. Il y a 2 sortes d'archives produites par l'État, donc les archives communicables facilement, directement, et puis les archives incommunicables, sinon par dérogation. C'est un problème très très compliqué que je ne vais pas trop aborder, mais un petit peu quand même, parce que sinon on ne pourrait pas comprendre ce qui s'est passé. Alors, voilà, je vais raconter les choses historiquement. Un jour, je suis appelé de Paris, dans mon bureau, par M. David Assouline, que je ne connaissais pas, qui me pose la question: qu'avez-vous sur le 17 octobre 1961 ? Alors je réponds: je ne peux pas vous répondre comme ça par téléphone. Il y a toutes sortes d'archives, les unes communicables, les autres pas. Et il a dit: mais c'est très très urgent, est-ce que je pourrais vous voir immédiatement ? Je dis: mais oui, bon, donc venez. Et il me dit: voilà, un certain Jean-Luc Einaudi, qui est à Bordeaux, comme témoin important du procès Papon, du procès d'Assise, sur la déportation des Juifs, donc. Et il témoigne à propos du massacre du 17 octobre 1961. Et il a besoin de preuves, parce qu'il a beaucoup de témoignages, beaucoup de preuves, effectivement, mais il lui manque les preuves écrites. Il lui manque les preuves officielles qui existent. Et ces preuves, c'est Brigitte Lenné, ma collègue, et moi qui les détenons, parce que c'est nous qui avions recueilli les archives du parquet de Paris, et entre autres, enfin, de manière générale, toutes les procédures qui avaient été suivies à l'époque, et qu'ils avions versées, triées et rangées dans les collections des archives de Paris. Et que personne ne consultait parce que théoriquement, ça faisait partie de ce qui n'était pas consultable. Or, entre-temps, je m'étais rendu compte qu'il y avait toute une partie qui pouvait être consultable, c'est-à-dire ce qui concerne des répertoires, des simples répertoires, où ne sont évoqués rien que des renseignements, comment dirais-je, statistiques. Et donc, communicables immédiatement, à mon sens. Et en particulier, nous détenions les archives, la série intitulée « Registre d'information du parquet de Paris ». Il s'agissait de dépôt de plainte par le parquet. Comment expliquer cela ? Un dépôt de plainte parce que c'est très difficile à expliquer. Il y avait une loi, une ordonnance plutôt de 1958 qui expliquait que lorsqu'une information
une enquête parlementaire était en cours, une commission d'enquête parlementaire était en cours, elle devait s'arrêter automatiquement de fonctionner à partir du moment où il y avait des poursuites judiciaires légales. Et donc le danger était très très grand pour le pouvoir à ce moment-là, de voir étaler sur la place publique tout le scandale du massacre du 17 octobre, parce qu'il y avait eu des interventions très très violentes à la Chambre des députés, au Sénat et également au Conseil municipal de Paris, mené entre autres par Eugène Claudius Podi, Gaston Defferre, etc. Et donc, si cette commission parlementaire avait pu être créée et fonctionner, ça aurait été un désastre pour le pouvoir, parce que tout aurait été connu dans les moindres détails. Et il faut se souvenir que tous ces événements qui ont été occultés pendant des décennies, au départ étaient extrêmement connus. Les 8 premiers jours, et la censure s'est mise évidemment, puis petit à petit cela a été étouffé avec pas mal d'adresses, il faut bien le reconnaître. Voilà. Et toujours est-il qu'il importait à tout prix de d'empêcher la publicité, toute publicité donnée aux événements de quelque manière que ce soit. Voilà. Et c'est pourquoi M. Papon, préfet de police, a porté plainte pour qu'il y ait une information judiciaire. Voilà. Il a porté plainte, donc ce qui veut dire que les juges, il y a une instruction qui a pour but de déterminer qui sont les auteurs de ces morts plus que suspectes, des crimes avérés, tout ce que l'on sait, des gens étranglés, jetés dans la Seine, pendus, etc., assommés à coups de pioche dans le crâne, des choses absolument tout ce que l'on sait. Voilà. Et il a porté plainte, donc. Et puis un certain nombre de familles aussi ont porté plainte, ceux qui avaient... Bon, la plupart de ces victimes étaient inconnus. Alors dans ces registres d'information du parquet, qui sont des répertoires, que j'ai donnés immédiatement à M. David Assouline, je lui ai donné à consulter, et j'ai pris des photocopies qu'il a menées par devers lui, parce que je considérais, et nul ne m'a démenti depuis lors, que ces archives étaient absolument publiques et ne dévoilaient rien parce que, voilà, les archives non communicables, au terme de la loi qui régissait alors les archives, la loi de 1979, ce sont les archives qui portaient atteinte à la vie privée ou bien à la sûreté de l'État. Alors, l'argument qui était opposé perpétuellement partout, c'était que, ah non, monsieur, madame, on ne peut pas vous communiquer ces dossiers parce qu'il y a des allusions à la vie privée ou à la sûreté de l'État. Autrement dit, des policiers agissant dans le cadre de la répression sanglante d'une manifestation, eh bien, simplement parler d'eux, même sans les nommer, lorsqu'on pouvait les nommer, eh bien, c'était une atteinte à leur vie privée, voilà, des fonctionnaires dans leurs états de service, bon voilà, c'en était là. Quant à la sûreté de l'État, on sait ce que ça vaut au bout d'une dizaine ou une vingtaine d'années. Ça n'existe plus, c'est De Gaulle lui-même qui a dit ça à différentes reprises. Et plusieurs ministres de défense ont parlé de ce genre de choses aussi, de façon très très nette. Alors là, il s'agissait de délais d'au moins 30 ans, et puis ça s'est porté dans un très grand nombre de cas à 60 ans. Voilà. Donc, un verrouillage total qui était absolument illégal. Mais c'était l'usage du pouvoir, voilà. Alors, je ne sais plus où... Alors là, tu en es à Assouline, à qui tu permets de consulter les archives et qui vont être publiées. Ah oui, alors, oui, Assouline les a données à publier au journal Libération. La rédactrice en chef de la page culture, je pense que c'est ça, m'a appelé pour me dire, vous êtes d'accord, etc. Alors je lui ai dit, mais je n'ai pas à être d'accord ou pas, c'est évident. Il s'agit de documents publics, c'est comme de consulter un annuaire téléphonique à la poste. Du temps, il y avait c'est de la même chose. Et puis, voilà, ça se communique. On n'a pas besoin de savoir. Elle a dit, bon, nous serons obligés de citer votre nom. Alors je lui ai dit, écoutez, quand vous faites la queue, je sais pas, à la poste, pour en rester à cet exemple, vous n'avez pas de connaître le nom de la personne qui est derrière le guichet.
Bon, je suis simplement la personne derrière le guichet qui donnait ces documents. Voilà, je ne suis rien d'autre. Donc vous n'avez pas besoin de citer mon nom. Là-dessus, elle m'a expliqué que c'était très important qu'on dirait que je cherchais à me cacher, que ça aurait des allures de complot. Puis à la fin, j'ai fini par citer. J'ai dit, écoutez, mettez mon nom, ça n'a rigoureusement aucune importance. Et voilà. Et tout est parti comme ça. Alors là, pardon Philippe, ce dont on parle, ce sont des archives qui démontrent que contrairement à ce qu'a soutenu encore Maurice Papon à son procès à Bordeaux, et comme l'a dit Jean-Luc Einaudi à Bordeaux, il y a bien eu beaucoup plus de morts que que disait la vérité officielle. Ah oui. Voilà. Et donc ça, c'est publié dans Libération. Oui. Mais ensuite, vous êtes sollicité par Jean-Luc Einaudi, toi et Brigitte Lenné, pour venir témoigner en sa faveur dans le procès de Paris. Voilà. Alors, un jour, j'ai un coup de téléphone, et c'est Jean-Luc Einaudi. Il me dit, pourrait-on se rencontrer? Alors, j'ai dit, mais bien entendu. Nous nous donnons rendez-vous dans une grande brasserie de la place Beaubourg. Et je me souviendrai toujours de l'impression que m'a fait cet homme. J'ai l'impression de me trouver devant Victor Hugo, Danton, Camille Desmoulins. Je suis, oh là là, quelle envergure. Enfin, c'est bon. J'étais tout à fait impressionné. Et puis, immédiatement, je me suis dit, ça, c'est l'homme qui est sans limite, c'est l'homme de la démesure. Et je ne me trompais pas. Et on voyait tout de suite que c'était un homme absolument passionné. Alors je lui dis, écoutez, on ne va pas parler de mon témoignage ou de celui de ma collègue, ce n'est pas la peine, puisqu'on est d'accord à 300% de A à Z. Sinon, nous n'aurions pas accepté d'être sollicités comme témoins. Et donc, voilà, donc on va parler d'autre chose, si vous voulez bien. Donc on a parlé de tout et de rien. Et on n'a même pas parlé de notre sujet, parce qu'on était d'accord. Et ça, c'était dès le départ. Alors bien sûr, par la suite, nous sommes rencontrés de nouveau, on a parlé abondamment et surabondamment de toutes sortes de choses, quoi, de ces procédures illégales du gouvernement. Et voilà comment s'est passée notre première rencontre. Et moi, je pensais une chose, j'ai souvent repensé depuis, à savoir que les bons historiens sont ceux qui sont sans mesure, qui n'ont pas le sens des limites, et qui sont portés par la passion. Et il y a toute une catégorie d'historiens que le conseiller d'État, Guy Brébon, auteur d'un très célèbre rapport sur les archives, un rapport très, très, très officiel, appelait déjà les historiens officiels, et puis aussi les historiens très académiques, qu'on appelait, c'est plutôt Sonia Combe les appelait les historiens raisonnables. Et là, personnellement, en tout cas, j'ai admiré énormément Jean-Luc Einaudi, parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui ne s'arrêtera jamais. Il n'a aucun souci d'efficacité. Il a un but à poursuivre, il le poursuit, c'est tout. Il ne s'occupe de rien d'autre. Et il ne regarde pas, il n'évalue pas quelles sont les chances de succès ou pas. Il fonce. Et la preuve, cela a été raconté tout à l'heure. Il est capable de prendre le train, de traverser la moitié de l'Algérie, d'attendre des heures, de rater un rendez-vous, tant pis, allez, on continue quand même. Il ne se demande pas avant si ça va réussir ou pas. Il a raté plein de rencontres. Il se moque de rater, de ne pas rater. Il continue, un point, c'est tout. Et voilà, c'est ce que j'ai admiré. Et ça se voyait immédiatement, j'oserais presque dire, dès le premier regard, que nous avons échangé dans cette brasserie où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'est ce que personnellement j'ai ressenti très, très vivement. Voilà. Merci Philippe. Alors là, on a un petit peu anticipé sur la troisième table ronde qui va parler des procès et de la confrontation directe, qui est quand même une chose assez extraordinaire dans l'histoire de Jean-Luc Einaudi. C'est qu'il n'a pas seulement écrit un livre qui rend son histoire au 17 octobre 61, il s'est confronté directement et publiquement, à 2 reprises, avec Maurice Papon, qui était le principal maître d'œuvre du massacre. Bon, alors on reviendra là-dessus. Bon, il faut quand même rappeler, pour conclure ton intervention, que pour avoir osé faire ce que votre conscience vous dictait, comme tu l'as rappelé, c'est-à-dire venir témoigner au procès
de Paris, dont procès en diffamation intenté par Papon à Jean-Luc Einaudi, pour avoir dit tout simplement ce que vous saviez sur le contenu des archives, qu'elles prouvaient l'existence d'un massacre. Vous avez subi, toi et Brigitte Lenné, une véritable persécution professionnelle que je raconte en détail dans le livre que j'ai écrit sur cette affaire, pendant 6 ans, du fait du directeur de l'époque des archives de Paris, qui s'appelait Patrice Gannot, si je ne me trompe pas, qui s'est livré vraiment de façon, privée, absolument illégale, à je répète, une véritable une forme d'interdiction professionnelle déguisée avec des moyens extrêmement peu reluisants. Voilà. Alors, pour continuer le tour de table, Gilles Manceron, historien, tu as croisé Jean-Luc Einaudi à plusieurs reprises, et notamment au cours de voyages en Algérie, et tu voulais aussi évoquer un des livres, le dernier livre de Jean-Luc Einaudi, qui est le dossier Younsi. Vas-y. Absolument. C'est un livre qui me semble important dans l'œuvre de Jean-Luc Einaudi, parmi ses 17 ouvrages quand même publiés, car il pose des questions qui le préoccupaient. Et pourquoi je dis qu'il le préoccupait? Pourquoi ces questions le préoccupaient en ce qui concerne la guerre d'indépendance algérienne qu'il a soutenue. Il était jeune à l'époque, il avait 11 ans l'indépendance, mais il a pris fait et cause, et il a été en empathie avec les gens qui ont aidé le FLN, et en particulier la Fédération de France du FLN, grâce auquel il a pu avoir des éléments sur le 17 octobre. Donc, il avait une empathie totale, mais il se posait et il posait des questions sur les moyens, les méthodes, les objectifs employés au tel ou tel moment. Et son dernier ouvrage, donc l'affaire Younsi, est important parce qu'il porte sur un procès secret, le dossier Younsi, procès secret et aveu d'un chef du FLN en France. Il est paru peu de temps après son décès à Jean-Luc, puisqu'il est paru en 2013, et il soulève... Un an avant son décès. Ok. Pardon. L'année précédant son décès. Il est mort en mars. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est paru, en 13. Mais enfin, qu'importe. Il est paru à la toute fin de sa vie. Il a soulevé des problèmes sur ce procès secret. Et donc, ce Abdallah Younsi, qui était un des cadres de la Fédération de France du FLN, a été accusé de traîtrise, d'un certain nombre de méfaits, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il a été, en juin 62, il a été étranglé, son corps jeté dans la Seine. Ça fait quand même réfléchir. Il raconte, avec à l'appui les témoignages de 2 femmes qui ont été d'une façon ou d'une autre en rapport avec cet Abdallah Younsi, il raconte les manipulations de leurs témoignages, de ces femmes, etc. Donc, c'est un dossier qui soulève des questions sur l'arbitraire, et l'arbitraire au sein même de la Fédération de France du FLN. Voilà. Donc, je relirai cet ouvrage avec des conversations que j'ai pu avoir avec lui. J'ai rencontré Jean-Luc Einaudi quand j'avais organisé en 1992, 30e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, un colloque à la Sorbonne et à l'Institut du monde arabe sur mémoire et enseignement de la guerre d'Algérie. Et il intervenait, bien sûr, et je lui avais demandé en particulier, à propos du 17 octobre, est-ce que tu vois des choses de plus à raconter, à dire
plus que les 2 ouvrages qu'il avait d'ores et déjà publiés, hein, La bataille de Paris et Octobre 61, qu'il a publié ensuite. Et c'est là qu'il a soulevé le problème d'une clé de compréhension du 17 octobre qui réside dans les dissensions internes au gouvernement français, à savoir le gap entre De Gaulle et Debré, en gros. Et il dit qu'il faut chercher de ce côté-là pour comprendre la violence que Pierre Vidal-Naquet, encore en 2001, quand il préfaçait un ouvrage que La Découverte republiait sur le massacre à Paris de Paulette Péju, qualifiait d'énigme. Pierre disait c'est une énigme, parce que c'est au moment où tout se résout, où les négociations se mettent en route, qu'un déchaînement de violence complètement paradoxal se produit au cœur même de la capitale. Et si on regarde comme m'y invitait Jean-Luc Elodie vers ce qui se passe au gouvernement et la dissension, la coupure, on trouve la réponse à l'énigme, qui n'en est pas une à mon sens. Et c'est cela que j'ai été amené à travailler en publiant le livre de Marcel et Paulette Péju qui s'intitule « Le 17 octobre des Algériens », qui devait paraître à l'été 62, hein, chez François Maspero. Et il n'est pas paru, il était bien avancé, épreuve, etc. Et puis il y a eu un coup d'arrêt, un stop. Et ce stop, il a fallu bien longtemps, il a fallu 2011 pour qu'il y soit mis fin par cette édition à la découverte de ce texte qui met les pieds dans le plat sur la violence de la répression. Pourquoi y a-t-il eu un coup d'arrêt en 62 ? Parce qu'il y avait une obstruction côté gouvernement français, bien évidemment, et parce qu'il y avait aussi une réticence du gouvernement algérien à parler d'une action menée par la Fédération de France du FLN, qui étaient tous devenus en gros des opposants à la prise du pouvoir à l'été 62 de Ben Bella Boumedienne. Hein. Et voilà, donc il avait des intuitions d'historien, Jean-Luc Elodie. Hein. Et en 92, il m'avait mis sur la piste de cette explication du déclenchement de cette violence à l'initiative de laquelle le Premier ministre Michel Debré, le ministre de l'Intérieur Roger Frey et en dernier ressort le préfet de police, qui n'est quand même pas d'un échelon supérieur à ceux des ministres en question. Voilà, donc c'était quelqu'un qui avait des intuitions importantes en matière historique. Donc ce qui en a été dit sur sa contribution à l'histoire est important dans différents articles, et cela n'a pas été toujours accepté par le monde universitaire historien. Heureusement, Emmanuel Blanchard a publié un article dans ce site. Les mots sont importants. Les mots sont importants. Hein, Pierre Thévagnan, très bien. Mais je me souviens du colloque qui a eu lieu à Nanterre en 2011 et qui avait profondément heurté Jean-Luc Elodie, dans la mesure où il y avait 2 tables rondes, une table ronde d'historiens, tous titrés universitaires, si je puis dire. Je ne sais pas si tu étais là ou si tu t'en souviens, Emmanuel, mais tu n'en es pas responsable. Et ensuite, une table ronde de militants. Et il était collé dans la table ronde de militants. Il en était furieux, parce qu'il disait que certes, il a un passé militant qu'il ne reniait pas. Hein, tout ce qui a été dit sur le PCMLF, etc., c'est un fait, il n'en avait pas honte, il ne dissimulait pas, mais
il a apporté une contribution à l'histoire, à la connaissance historique. Et être comme ça relégué dans la deuxième table ronde, ça le heurtait. Voilà, donc c'est des éléments que je voulais rappeler à propos de Jean-Luc Einaudi. Et à propos de l'affaire Younsi, je mets en rapport avec sa relation à l'Algérie contemporaine. On avait participé ensemble, je termine, hein, Oui. parce que je suis trop long. On avait participé ensemble à un colloque en 2007. C'était Mohamed Harbi qui avait réussi à le mettre en place avec un recteur assez ouvert de l'université de Skikda. Et donc, en 2007, avec Jean-Luc et d'autres, il y avait Benjamin Stora aussi, bon, on participe à ce colloque, à ce séminaire, ils appellent ça séminaire, dans l'édition. Et après, il n'y vient plus en Algérie. Alors que moi, j'allais à Guelma en particulier, régulièrement, à des colloques de l'université du 8 mai 45, et j'apportais des témoignages, si je puis dire, sur ce qui se faisait en histoire et en cinéma, en documentaire, sur le 8 mai 45. Bon, et lui il disait, non, je n'ai pas envie d'aller en Algérie. Voilà, c'est Jean-Luc Einaudi, ça. Et donc, l'affaire Younsi, moi je pense que c'est un questionnement sur les problèmes d'autoritarisme qui se dessinent à certains moments, en contradiction avec d'autres aspirations purement démocratiques chez les indépendantistes algériens, durant la guerre, et qui probablement s'épanouit de plus en plus dans les décennies de l'Algérie indépendante. Mais c'est une réflexion que je livre à votre... Merci, Gilles. À tous. Merci. Louis Plenel, nous parlons d'un personnage qui a appris en gros à enquêter et à écrire à l'Humanité Rouge. Toi, tu as appris à enquêter, à écrire à Rouge. Je ne me trompe pas. Alors, tu as aussi croisé Jean-Luc Einaudi. Tu étais intervenu lors de ses obsèques au Père-Lachaise. Alors, tu as des choses à nous en dire. J'aimerais aussi que tu reviennes sur, en fait, la très grande proximité entre la méthode dont la méthode d'historien du temps présent, c'est-à-dire de cette histoire dont les témoins sont encore vivants et qu'on doit aller interroger sans se contenter, surtout quand on traite de crimes d'État dissimulés et cachés, sans se contenter d'aller dans les archives. Bon, il y a une proximité entre les méthodes du journalisme d'investigation et celles de l'historien du temps présent. Voilà, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça aussi. Bien. Je cumule les difficultés puisque tu as rappelé tout à l'heure que le mot journaliste est souvent utilisé comme un mot, et notamment dans certains milieux académiques ou militants, comme un mot dépréciatif. Et puis, en effet, j'étais ému en écoutant les témoignages des camarades qui ont été au PCMLF et qui ne renient pas leur histoire. Il est clair que mes engagements n'étaient pas sous le même soleil rouge. Dans la critique de ce que nous appelions et ce que j'appellerai toujours le stalinisme. Mais ce qui fait qu'on se retrouve ici, et qui est évoqué quand dans sa lettre il parle de la dernière lettre qui a été citée, quel est le sens de ma vie, quand tu as rappelé aussi, ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus, les mots de Mohamed Harbi, en disant au fond c'est une figure morale. Je pense ce qui fait sens, c'est que quels que soient nos itinéraires, nos erreurs, parfois on a pu se tromper, les uns, les unes ou les autres. Au bout d'un moment, je n'ai qu'un an de différence avec Jean-Luc, on se retrouve à un moment à voir qu'est-ce qui a fait sens et qu'est-ce qui a fait cohérence et qu'est-ce qui a fait chemin. Je pense que la figure de Jean-Luc Einaudi, et ce n'est pas du passé, et nous ne sommes pas dans une remémoration ou une commémoration, plante une question, et merci d'avoir évoqué la Palestine au tout début,
qui est au cœur de notre présent et qui fait la cohérence, malgré tous nos petits chemins différents, du fait que nous nous retrouvions tous ensemble. La question coloniale est une question centrale. Et ce n'est pas une question du passé, c'est une question du présent. Un peuple qui en opprime un autre ne peut être libre. Et c'est rappeler aussi combien cette question est porteuse de toutes sortes de questions éthiques. La fin, les moyens, comment les moyens justifient-ils la fin? Et quand on affronte la question coloniale, on affronte profondément la politique, l'engagement comme une question éthique. Et donc, Jean-Luc, par son engagement, c'est le terme qui a été choisi comme mot-clé de notre rencontre, où il a fait ce chemin d'engagement, mais d'engagement par l'histoire, par l'enquête, je vais y revenir, il a planté ce drapeau. C'est comme ça qu'on se retrouve. Je suis d'une génération, pour nous, le 17 octobre, nous avons grandi avec sa mémoire, alors même qu'il n'était pas aussi public que ça a été possible grâce au travail de Jean-Luc Einaudi. J'ai accompagné jeune, je crois que Mehdi Lalaoui va être là tout à l'heure, le travail d'Au nom de la mémoire. Quand nous avons lancé Mediapart, nous avons fait un appel que Jean-Luc a signé sur cette question du 17 octobre, comme question essentielle, et y compris la mémoire des gauches officielles avait effacé combien d'années les morts, aussi douloureux soient-ils, de Charonne et d'une manifestation pour la paix en Algérie et pas pour l'indépendance, ceux de début 62, ont effacé dans la mémoire des partis de l'émancipation, des partis de gauche, le souvenir du 17 octobre. Je dis ça parce que ça fait le tri. Sur toute une vie, au bout d'un moment, et on le voit bien, hein, nombreux, nous avons des âges où nous pouvons compter ceux qui sont passés du côté obscur de la force, combien la compréhension de cette question coloniale, le fait qu'on ne transige pas là-dessus, c'est une question essentielle, hein, clivante, entière. Et en effet, ce géant était habité par ça. La deuxième question que je voudrais évoquer, qui rend à ta question, qui est autour de ce mot d'enquête. La détermination, je dis souvent dans l'atelier, le laboratoire que sont le type d'enquête que je défends et le type de journalisme d'impact que je défends depuis, maintenant ça va faire bien un demi-siècle, je dis souvent une phrase qui peut surprendre. Pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Alors, c'est une phrase tout à fait paradoxale, parce que justement, parfois, on ne va pas trouver ce qu'on cherche. Même plus, on va être obligé de penser contre soi-même. On va trouver des réalités qui vont nous déranger, nous bousculer. On va être confronté à des obstacles. Mais il y a, dans le travail d'enquête, il y a une façon de faire une sorte de puzzle. Des pièces, et tout ce qu'a montré et raconté Jean-Luc Einaudi, c'est cette façon de confronter, il n'y a pas que l'archive d'État, qui en plus est souvent inaccessible, mais il y a d'autres archives, les archives du FLN, mais il y a l'histoire orale, et l'importance de l'histoire orale, et quand il le fait dans les années 80, c'est Nadine Fresco en témoigne, c'est quelque chose qui à cette époque commence à surgir. Il y a notamment un historien du protestantisme, Philippe Joutard, qui à ce moment-là fait une défense de l'histoire orale par rapport à des historiens académiques qui ne jugeaient que par l'archive et qui confrontent l'archive à l'histoire orale, à l'histoire des témoins. Et dans cette question de l'enquête, je voudrais, plus que parler du journaliste, parler du travail de Jean-Luc Einaudi, parce que c'était un engagement. Ici même, quand le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social, le Métron, est passé en ligne, est devenu accessible en ligne, on avait fait une soirée ici même pour célébrer tout ça. Et au fond, Jean-Luc, dans son travail, rejoignait toute une très très longue tradition et qui s'est même appelée à une époque l'enquête ouvrière, c'est-à-dire être du côté des sans-voix, être du côté des invisibilisés, être du côté des opprimés, c'est aller enquêter auprès d'eux.
écouter leur vérité, faire surgir leur témoignage. Et évidemment, l'historien Métron a théorisé ça, mais il l'a imposé par son travail avec tout le réseau de plus d'1 millier de collaborateurs qui ont permis ça. Je dis au passage, puisque nous avons pas mal de têtes blanches ici, que ce travail d'histoire orale et méticuleux devrait être plus fait. Il y a eu une tentative lors d'un des anniversaires qu'on avait accompagné avec Mediapart du genre d'historiens proches du Métron, par rapport à la génération des engagements des années 60, 70, 80. Mais je pense surtout 60, 70. Des gens s'en vont, Jean-Luc Einaudi est parti, et il y a toutes sortes de témoignages oraux, justement les anonymes et les sans grade, comme disait Métron, dont vous témoignez dans tous vos itinéraires militants, des expériences, des itinéraires, des évolutions, des témoignages, des récits qu'il faudrait avoir. Cette histoire orale, il faudrait, s'il y a des jeunes historiens, je pense qu'il faudrait la faire auprès, justement, il n'y a pas, il faut, je suis bien placé pour dire combien les notoriétés font écran à cette masse de gens que les années 50, la guerre d'Algérie, la question coloniale, les années 60, les années 70, des masses de gens ont été emportés par ça, emportés par toutes sortes de luttes, toutes sortes de combats. Et je voudrais souligner, ça n'a pas été encore mentionné, quand j'ai fait, à la demande de Fabrice, la préface pour la réédition de la bataille d'Einaudi, devenue ici, on noyait des Algériens, dans les 17 livres évoqués, j'ai mieux compris, y compris l'histoire du PCMLF par rapport à la question algérienne avec Jacques Jurquet et cette dissidence par rapport à la question coloniale, par rapport au Parti communiste français qui à l'époque nous disait il n'y a pas forcément une nation algérienne, elle est en devenir et tout. Et j'ai découvert donc ces 2 livres qu'il a fait sur 2 figures de femmes. Et je voudrais qu'on les évoque parce que ça m'a vraiment bouleversé. Je rappelle, l'un c'est Histoire de Lisette Vincent, une femme d'Algérie, et l'autre c'est Baya, d'Alger à Marseille. Alors au début, Baya, moi je connaissais Baya, l'artiste repéré par André Breton, et puis du coup j'ai compris que c'était l'épouse, la compagne plutôt de Jacques Jurquet, qui a été une figure du Parti communiste algérien, enfin pas encore algérien, au sein lié au PCF et dans le cadre de cette autonomisation, qui a représenté les combats féministes dès les années 50 en Algérie. Et donc, il y a aussi combien tous ces combats, c'était comme des poupées gigognes. Quand je dis c'est une question éthique, au fond, la question coloniale, c'est qu'on se projette vers l'autre. On fait chemin vers l'autre. On n'est pas libre si l'autre n'est pas libre. Et toutes les lettres et tous les textes d'humanité cités tout à l'heure le montrent. Et donc, on le retrouve aussi sur cette cause des femmes. Je voudrais terminer par un dernier mot qui est le mot vérité, parce que l'enquête, donc, en effet, ce travail rejoint, d'ailleurs, nous avons, il est trop modeste, il ne l'a pas rappelé, mais ce travail se poursuit avec 1000autres.org sur les disparus, c'est-à-dire comment on fait de l'enquête par le numérique et par les témoins, se poursuit aussi par le fait que même une figure que vous avez beaucoup vue en ces temps où il faut faire face à ce monde où il n'y a plus de vérité, justement, et où il n'y a plus que du présent omniprésent, et pas de passé pour le comprendre. Je pense à Fabrice Arfi, que vous avez vu courageusement défendre l'indépendance de la justice et la liberté de la presse, et de fait la vérité des faits. Eh bien, Fabrice Arfi s'est mis à aller aux archives. S'est mis dans la relation avec Fabrice Risseputi et avec ce travail qu'on a fait, et lui-même, y compris sur cette question de De Gaulle de 61, à aller trouver, et il est même arrivé à un moment où juste les archives Focard commençaient à être ouvertes, et il a trouvé des documents. Il n'y a pas que ce présent immédiat de nos enquêtes sur la corruption ou sur d'autres affaires, mais il y a aussi cela. Et ça, le travail de Jean-Luc est quelque chose qui a été transmis aussi à des journalistes comme ceux qui font Mediapart. Cette idée qu'il n'y a pas que le présent immédiat, que le présent est fait de passé,
et que même s'ils ne sont pas passés par nos différentes chapelles en Ise, ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de moins que nous, eh ben, ils apprennent ça. Et en ce sens, ils se politisent au meilleur sens du terme. Et donc je voulais juste terminer par ce mot de vérité, et c'est très bien que tu aies évoqué, Gilles, ce dernier livre. Il y a une douleur de la vérité. Ce que Jean-Luc, vous, dans votre courage, vous avez affronté comme dans votre métier, que ce que Jean-Luc a affronté par rapport au placard verrouillé en France que sont Vichy et l'Algérie, et en l'occurrence verrouillé par le même président, il ne faut jamais l'oublier, 14 ans de mitterrandisme, qui est au cœur de cette histoire, eh bien, un pays doit affronter la douleur de la vérité. Mais nous-mêmes, on doit affronter la douleur de la vérité parfois. Hein. Et c'est pour ça que je trouve très fort que dans son chemin, il ne se soit pas mis d'œillères, il n'est pas devenu un campiste de l'histoire où je ne verrai que d'un autre côté. Eh bien, s'il y a eu des... comme l'Algérie doit affronter l'assassinat d'Aban Rabdan, doit affronter comment la répression française a provoqué une brutalisation dont le peuple algérien a payé le prix ensuite, eh bien tout ça est au cœur de son chemin et de cette nécessité d'affronter la vérité. Et je voudrais un dernier mot pour dire combien la présence de Nadine Fresco, elle aussi très modeste et importante. La revue dont elle parle et qu'elle a animée avec quelqu'un qui est trop tôt disparu, lui aussi, Maurice Hollander, Le genre humain, qui a donc publié ce premier texte et donc qui est déclencheur du livre La bataille de Paris, est aussi une revue où Nadine, notamment, avec une autre collègue historienne, Arlette Farge, et donc Maurice Hollander, ont lancé en 1993 un texte que je vous invite à revisiter, tellement il nous dit qu'il était prophétique sur le moment que nous vivons. C'était cet appel à la vigilance, où avant tout le monde, alors que l'extrême droite n'était pas aux portes du monde entier, comme aujourd'hui, dans la négation du savoir, dans la négation de la vérité, dans le refus des contre-pouvoirs, de l'indépendance de la justice, de la liberté de la presse, et ainsi de suite, les faits alternatifs, tout ce que vous connaissez, et tout ce qui nous emplantit l'atmosphère. Et donc, il y a eu cet appel qu'ils ont fait, qui à l'époque a été également publié. Nous étions au Monde à l'époque et nous l'avons relayé, cet appel à la vigilance sur le fait que la catastrophe, elle arrive aussi par des mots. Hein. Elle arrive par la façon dont on s'habitue à des mots, dont on s'habitue au pire. Et voilà, et ben Jean-Luc Einaudi s'est jamais habitué, et merci à lui.